à tous et bienvenue à cette session d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Dans l'actualité de ce jeudi 18 juin 2015, la République démocratique du Congo devrait passer de 11 à 26 provinces d'ici le 30 juin prochain. Le Katanga, considéré comme la plus grande région du Congo-Kinshasa, vit actuellement ces derniers jours. Cette partie du pays sera éclatée en 4 nouvelles régions conformément à une réforme territoriale qui divise l'opinion. Le compte rendu est signé Dina Kosso. Conformément à une réforme territoriale validée par l'Assemblée nationale congolaise, un texte qui divise l'opinion, la République démocratique du Congo est sur le point d'accroître son nombre de provinces en passant de 11 à 26. Un découpage pour le moins contesté qui rentrera en application d'ici le 30 juin prochain. Le Katanga, la plus grande province du pays, ne sera pas en marge de ce découpage, une situation qui suscite les réactions. Ils ne parviennent pas à organiser les élections faute de moyens. Pour le découpage, il faudra beaucoup plus de moyens que les élections. Ils sont en train de nous précipiter d'aller au découpage pour qu'ils prolongent leur mandat en nous disant qu'il n'y a pas d'argent pour les élections alors que nous attendons ces élections. Ce découpage va profiter à ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils vont y rester encore longtemps. Nous, les Katangais, nous sommes contre ce découpage. On doit maintenir le cap, on doit maintenir le découpage. Cela, c'est ce qui est important. Alors, il est maintenant question, en politique, comme je disais là, d'essayer de rassembler tout le monde derrière ce projet-là et d'arriver tous au même but. C'est le plus important. Donc, il y aura absolument les 4 provinces ici au Katanga. Qu'on ne se leurre pas. C'est peut-être les derniers instants du Katanga, puisqu'après le 30 juin, la province sera découpée en 4 parties. Alors que des échéances électorales pointent à l'horizon, ce découpage est-il un moyen pour les plus hautes autorités de Kinshasa de gagner du temps en vue de prolonger leur mandat à la tête du pays? La réponse est certainement dans la suite des événements. En Afrique de l'Ouest, au Bénin, les élections locales qui ont débuté ce mercredi revêtent des enjeux considérables pour le régime au pouvoir après les pertes enregistrées durant les législatives au profit de l'opposition. C'est un nouvel examen de terrain qui se profile à l'horizon pour le président Yayi Boni à 8 mois de la course à la magistrature suprême. Reportage. Mon nom ne figurera plus dans aucun bulletin, cite en substance ce qu'avait déclaré le président béninois Yayi Boni en visite à Paris le 9 juin dernier. L'élection d'une figure de l'opposition, Adrien Ouenbedji, à la tête de l'Assemblée nationale a verrouillé de fait toute possibilité de réforme constitutionnelle pouvant permettre à l'actuel chef de l'exécutif de briguer un 3e mandat. La campagne pour les élections municipales, communales et locales qui a débuté ce mercredi a un enjeu encore plus grand pour les forces Kori pour un Bénin émergent du président Yayi Boni. Il est question lors du scrutin du 28 juin prochain de démontrer la capacité à fédérer et à rassembler les Béninois derrière les combats menés par le pouvoir en place. Surtout que depuis 2008, les FCBE ont toujours détenu la majorité des mairies. Mais est-ce que le parti au pouvoir maîtrise encore le terrain ou la défaite aux législatives va-t-elle se confirmer? Seul le scrutin du 28 juin répondra à cette question. Les futurs résultats de ces échéances décideront de l'avenir du parti au pouvoir. Dans la perspective des présidentielles de 2016, les partisans du chef de l'État feront face à 2 choix, à savoir quitter le navire afin de soutenir un autre candidat ou rester dans le navire en désignant l'homme fort du FCBE capable de remporter la course au fauteuil présidentiel. Dans tous les cas, les tensions se cristallisent sur ces élections locales qui devront confirmer si le régime au pouvoir est encore la première force politique du Bénin. Au Nigeria, selon des miliciens qui combattent Boko Haram aux côtés de l'armée et un responsable médical, une explosion accidentelle d'une bombe artisanale dans le nord-est du pays a fait 13 morts et 53 blessés. Léa Hatsab nous en donne les détails. C'est une explosion décrite comme accidentelle qui a eu lieu mardi soir, alors que les soldats inspectaient la périphérie de Monguno. Au final, 13 morts et 53 personnes ont été blessées dans cet accident. L'engin explosif avait été ramassé par un membre d'une milice alors qu'il faisait route avec d'autres combattants depuis la localité de Marthe vers l'état de Borno. Par ailleurs, un camion militaire qui escortait des techniciens d'une société de fourniture d'électricité
en route sur un chantier dans le district de Damboa, État de Borno, a été frappé lundi par l'explosion d'un engin explosif dissimulé sur le bord de la route par les insurgés. Selon les miliciens, 3 soldats ont péri dans l'explosion, contraignant les techniciens et les escortes à rentrer à Maiduguri, à 86 km de là, selon les miliciens interrogés. Rappelons que l'armée nigérienne avait affirmé en février avoir repris le contrôle de Marthe à la suite d'une opération au sol appuyée par d'intenses bombardements aériens. Tandis que juste à côté au Cameroun, la Camerco, compagnie aérienne publique camerounaise, obtient 25 des 30 milliards de francs CFA attendus pour son plan de relance. Le prêt a été engagé côté camerounais par le ministre des Finances Alamine Ousmane Mey et côté Ecobank par l'administrateur directeur général de cet établissement financier, Mustapha Fall. Judith Koindo s'en fait l'écho. La Cameroun Airlines Company, Camerco, et un pool de banques ont signé une convention de prêt d'un montant de 25 milliards de francs CFA destiné au plan de relance de la compagnie nationale. Ce prêt lui a été octroyé par Ecobank en posture de chef de file, mais aussi Afriland First Bank, la Commercial Bank of Cameroon et United Bank for Africa. Il s'agit de la première phase d'un financement dont les besoins totaux se chiffrent à 30 milliards de francs CFA. Cet argent sera dédié à l'achat de nouveaux avions ainsi qu'à l'acquisition d'équipements de maintenance. Camerco, qui est actuellement doté d'un Boeing 767-300ER, de 2 Boeing 737-700 et 2 avions chinois MA-60, compte ainsi porter sa flotte à 9 aéronefs. Sur ces contrats d'achat futurs, selon des sources autorisées, la bataille s'annonce déjà rude entre le chinois Avic International, qui a récemment livré 2 aéronefs à Camerco, et le constructeur brésilien Embraer, dont une délégation est récemment allée offrir ses services au ministre camerounais des Transports qui aurait été séduit par l'offre brésilienne. Cette compagnie, constituée à 100% de capitaux publics et qui a officiellement démarré son exploitation le 28 mars 2011, croule aujourd'hui sous un lourd endettement et est régulièrement secouée par des mouvements d'humeur du personnel et des passagers désabusés. Toujours en économie, un des responsables du géant de l'agroalimentaire Nestlé qui a indiqué mercredi que son entreprise est déçue par le rythme de l'émergence de la classe moyenne dans différents pays africains, une position à contre-courant de l'opinion généralement répandue sur le dynamisme économique du continent noir. Décryptage de Judith Koindo. La classe moyenne dans la région de l'Afrique équatoriale est très petite, d'après un responsable Nestlé de la région Afrique, une zone qui couvre 21 pays du continent et où le groupe va réduire la voilure. Ces commentaires sont à contre-courant de l'idée généralement répandue que la classe moyenne africaine est en pleine expansion à mesure que l'économie du continent croît à des rythmes différents selon les pays. Au siège de Nestlé en Suisse, on précise que la réduction d'effectifs se limite au total à 60 personnes de l'administration pour 21 pays sur les 11 000 que le géant de l'agroalimentaire emploie en Afrique. La zone de l'Afrique équatoriale représente entre 10 et 15% des activités de Nestlé en Afrique. Avec des taux de croissance attendus entre 4,5% et 5% en 2015 et 2016 par différentes institutions économiques internationales, le continent africain est souvent présenté comme un nouvel Eldorado pour les entreprises. De même, mi-juin, le cabinet EY relevait que l'Afrique était la 2e destination mondiale des investissements étrangers avec l'émergence de nouvelles tendances, l'immobilier, l'hôtellerie, les médias et les télécommunications, la distribution, les services financiers et la technologie, autant de secteurs qui traduisent l'émergence d'une classe moyenne qui consomme. Mais les groupes internationaux tels que Nestlé doivent aussi faire face à l'émergence de concurrents locaux qui les bousculent, comme par exemple dans le secteur bancaire ou même dans le secteur alimentaire. Ainsi, la Côte d'Ivoire a inauguré en mai sa première usine de chocolat qui permettra de servir les consommateurs locaux. Le ministre ivoirien du Commerce voit dans cette nouvelle consommation un symbole de l'émergence d'une classe moyenne. Hier était célébrée la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette année 2015, la communauté internationale vise à renforcer la sécurité alimentaire pour tous à travers la mise en place de systèmes alimentaires durables. Marielle Biogo.
Célébrée chaque 17 juin, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse apparaît une priorité aujourd'hui pour les Nations Unies. Instituée pour réduire la détérioration et la dégradation des terres, cette journée vise cette année l'objectif d'une sécurité alimentaire pour tous à travers des systèmes alimentaires durables. Cette désertification est causée par l'activité agricole intense, mais surtout par les changements climatiques. Selon l'Organisation des Nations Unies, ce sont plus de 2 milliards de personnes qui vivent dans des zones arides et qui sont menacées de risques de sécheresse et de faim, notamment dans les pays en voie de développement. En effet, lorsque la dégradation des terres touche les zones arides, cela crée souvent des conditions désertiques. Or, près de 20% des terres qui se dégradent sont des terres cultivées et 1,5 milliard d'individus dépendent directement de ces zones-là. Face à cela, l'ONU invite les gouvernements et les populations à investir dans des sols vivants en ayant une agriculture intelligente, adaptée au changement climatique et en facilitant l'utilisation durable des terres pour permettre au système alimentaire durable de devenir la norme. L'Afrique subsaharienne a toutefois enregistré quelques progrès dans l'éradication de la faim. Le Gabon, par exemple, consacre près de 250 milliards de francs à l'importation de denrées alimentaires. L'objectif étant pour ce pays d'Afrique centrale d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à terme et de permettre aux agriculteurs gabonais de cultiver de nouvelles cultures. Mais entre la course à la productivité des terres et l'augmentation de la population mondiale, les terres de production vont se raréfier. L'ONU lance donc un appel à remettre en état les terres dégradées afin d'assurer une véritable sécurité alimentaire. Au chapitre culturel de cette édition d'information, depuis la fin de l'année 2014 au Gabon, un pagne connu sous le nom d'Addis Abeba ou d'Ashiki connaît un grand succès. Il s'est répandu aux États-Unis d'Amérique puis dans le reste du monde avant de devenir le chouchou des stylistes partout dans la planète. Naturellement, le Gabon n'est pas en reste dans cette mode. Léa Atsam a parcouru la ville de Libreville et les principaux vendeurs de ce tissu. Avez-vous succombé à la fièvre d'Ashiki? Rihanna, Beyoncé, Chris Brown, Wizkid et bien d'autres stars ont suivi la tendance, rendant ainsi populaire ce pagne africain. Appelé Yamado, d'Ashiki, Addis Abeba, Mandela, Angelina ou encore Myriam Makeba, ce pagne aux multiples appellations est le succès mode au Gabon. Développé par la marque hollandaise Willisco, il y a une cinquantaine d'années, n'a connu son grand succès qu'à l'été 2014. Ce pagne-là est là en Afrique depuis plusieurs années. Dans les années 90, nos parents ont porté, dans les années 80 même, nos parents ont porté, les gens ont porté. Bon, c'est revenu à la mode récemment. Depuis que les stars ont porté, maintenant c'est à la mode, tout le monde veut porter. À la base, le dashiki est un vêtement porté en Afrique de l'Ouest. Il vient du mot dashiki qui signifie chemise en Yoruba. Ensuite, il s'est répandu aux États-Unis puis dans le reste du monde. Motifs expressifs et couleurs éclatantes, la mode du pagne se développe de plus en plus. On retrouve ce tissu dans plusieurs collections. Tenues de soirée et de ville, les designers ont su le personnaliser. Il peut être porté en chemise, veste, robe, pantalon, homme, femme. Tout le monde peut trouver son style. Il y a d'autres qui demandent Yamado. Il y a d'autres qui demandent ce qui règne en ce moment-là. C'est partout dans le monde. N'importe quel pays, même les clips, les gens tournent les clips, ils portent ça. C'est ça que je peux dire. En ce moment-là, même quand tu pars à la plage, les gens mettent ça. Les motifs d'Ashiki imprimés avec la technique du Java est victime de son succès et inspire plusieurs autres marques de textiles, pagnes et même des marques hors zone de chalandise africaines. Il faut souligner que pour les Africains de la diaspora, ils représentent même le moyen de représenter l'Afrique au niveau international. Pour ne pas être en marge de la mode Made in Africa, on se met tous au pagne africain. Hors des limites du continent africain, le gouvernement israélien a créé le premier musée d'art arabe dans le pays avec pour objectif de promouvoir la paix et le dialogue. Ce musée espère fédérer les mentalités et mettre en place une vraie plateforme de dialogue universel. Roland Jacob. Promouvoir la paix et le dialogue est la raison qui a suscité l'envie de créer ce musée d'art arabe ouvert ce mercredi 17 juin à Saknine dans le nord d'Israël. Le gouvernement du pays compte à travers ce musée soutenir les artistes tout en mettant une barrière entre l'art et la politique. Nous savons faire la différence entre la politique et l'art.
L'art est une langue internationale et tout le monde doit soutenir les artistes. Grâce à ce genre de musée, peut-être qu'on peut découvrir les qualités enfouies chez nos jeunes hommes et femmes. Certains visiteurs de la ville et quelques touristes affluent déjà depuis la date d'ouverture de ce centre qui accueille plusieurs œuvres d'artistes qui s'expriment sur leur environnement à travers leurs expositions. Une idéologie que le directeur du musée, Belou Simeon Fenarou, partage dans son intégralité. Je pense qu'un artiste n'est pas. Il est international et nous vivons aujourd'hui dans une ère internationale. Il s'exprime et exprime son environnement, la mémoire d'où il vient. Ici, c'est l'occasion de voir des artistes avec différentes conceptions et différents médias. La femme du président israélien parle d'une nouvelle collaboration qui est née, malgré le fait que le dialogue n'est pas souvent présent dans ce pays où la politique a le monopole. Une collaboration nouvelle et pas familière a été créée ici et elle permet un dialogue à un endroit que la politique ne permet pas. Ici, l'espace et la possibilité ont été créés et il était temps qu'on reconnaisse que l'on ne vit pas dans des dimensions parallèles mais qu'on partage le même endroit. Dans un monde où la paix est devenue une denrée rare pour certains pays, ce musée espère bien fédérer les mentalités et mettre en place une vraie plateforme de dialogue universel. Fondé en 1970, Art Basel, le plus grand salon d'exposition d'art contemporain, ouvre cette année ses portes ce jeudi dans la ville de Bâle en Suisse. Une occasion pour les collectionneurs et les investisseurs d'être en contact avec les œuvres des artistes reconnus mondialement. Roland Jaco. Cette année encore, les collectionneurs et les investisseurs ont rendez-vous avec l'art contemporain à Art Basel qui ouvre ses portes dès ce jeudi 18 juin. Considéré comme le plus grand supermarché de l'art contemporain au monde, cette exposition donne l'opportunité aux amateurs de la peinture, de la sculpture et bien d'autres de s'offrir les plus rares sur le marché. Je pense que quelle que soit la motivation, elle est bonne. Même si c'est... Oui, hein, on peut collectionner pour investissement, collectionner parce que la famille a collectionné avant. On peut collectionner pour des tas de raisons, mais une fois qu'on a le virus, il tient bon. Les œuvres des artistes les plus connus au monde comme Picasso, Calder, Barbara Hepworth, Kate Haring et bien d'autres sont exposés dans différents stands de galeries, ce qui suscite beaucoup d'excitation chez les marchands d'art. Ce n'est pas un salon d'enchères, mais cela y ressemble pour les marchands d'art. Bien sûr, nous parlons aux collectionneurs en amont pour leur dire ce qu'on amène, mais ils doivent se décider vite car il s'agit d'une compétition et la pièce pourrait finir entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc nous voyons beaucoup d'excitation, du buzz, surtout autour d'une foire comme Art Basel, où les galeries ramènent leurs meilleures pièces. Alors que l'art devient de plus en plus recherché par les collectionneurs, mais aussi par les investisseurs, cette exposition montée en 1970 facilite le rapprochement depuis 45 ans et met en scène 3 premiers salons internationaux d'art au monde, notamment Bâle, Miami Beach et Hong Kong. Sport, football, la Colombie a créé la première grosse sensation de la Copa América Chili 2015 avec sa victoire 1-0 mercredi face au Brésil qui devra jouer au moins 2 prochains matchs sans sa star Neymar, exclu en toute fin de match. Mamadou Niang. Un an après son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2014, la Colombie a pris sa revanche en battant mercredi le Brésil sur la marque de 1-0 en match comptant pour la Copa América. Un Brésil qui jouera ses 2 prochains matchs sans son capitaine Neymar expulsé. C'est une absence énorme de ne plus avoir Neymar. Malheureusement, il ne jouera pas le prochain match. Mais un autre joueur le remplacera, peut-être Coutinho. Nous avons déjà joué comme ça contre Mexico à Sao Paulo. C'est vraiment dommage, mais nous avons des joueurs du même niveau que Neymar, avec des mêmes qualités. Battu par le Venezuela en match d'ouverture du groupe, la Colombie se remet dans la course au grand bonheur de son meneur de jeu, James Rodriguez. On a été triste pendant 4 jours, mais aujourd'hui, on est content. Le Brésil a gagné il y a 4 jours et aujourd'hui, la Colombie gagne. C'est comme ça le foot. Aujourd'hui, tout est possible, plus compétitif et il faut que nous fassions attention à tout. Le Brésil deuxième avec 3 points au compteur, comme la Colombie et le Venezuela, qui compte un match en moins, a toujours son destin en main, mais devra faire sans Neymar.
Un match qui s'est plutôt déroulé très tôt aujourd'hui, autour de 1h du matin, heure de Libreville au Gabon. La Colombie a donc remporté ce deuxième match du groupe D contre le Brésil, 1-0. Un but inscrit par Murillo, jeune défenseur qui a la lourde charge de faire oublier la légende Mario Yepes dans l'équipe des Cafeteros. Et dans la rubrique 7 en plus, nous allons parler de ce nouveau feuilleton dans la crise au Mali où les mouvements pro-Bamako ont refusé de quitter la ville de Ménéka. Pourtant, l'accord signé à Alger il y a quelques temps avec la coordination des mouvements de l'Azawad prévoyait le départ des forces pro-Bamako de cette ville du Mali. Suivant l'entretien avec Aziz Maïga qui est déjà sur ce plateau après cette courte pause. Nouveau rebondissement donc dans le processus de paix en cours au Mali, quelques semaines après la signature de l'accord entre la coordination des mouvements de l'Azawad et le gouvernement malien à Alger en Algérie qui prévoyait le départ des mouvements pro-Bamako de Ménaka. Ces derniers ont refusé de quitter la localité. Cette position pourrait remettre en question la signature le 20 juin prochain du texte définitif de l'accord. Abdulaziz Maïga a fait le reportage, il est déjà sur ce plateau et nous en parlons après ça. Après l'engagement obtenu par la coordination des mouvements de l'Azawad de signer l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger le 20 juin prochain, des incertitudes planent encore autour du respect de ce calendrier. Ce mardi, suite à une visite à Ménaka des représentants de la mission de l'ONU au Mali et de la médiation, un nouvel épisode s'est ouvert dans le processus de paix au Mali. Contrairement aux engagements pris par l'État malien, le porte-parole de la plateforme a affirmé que les groupes armés pro-gouvernement malien ne quitteront pas cette ville de la région de Gao. Un membre de la plateforme rapporte que la population leur a demandé de rester parce qu'ils estiment que ni la force onusienne ni l'armée malienne en état actuel ne peuvent apporter la sécurité. Or, un membre de la coordination avait déclaré que la coordination avait conditionné sa signature à des préalables tels que le retrait de la plateforme de Ménaka. Comme à l'accoutumée, la coordination des mouvements de l'Azawad, le mouvement chouchou de la communauté internationale, continue avec ses caprices et l'on se demande si elle jouera au dilatoire. Selon une source de la MINUSMA, la cérémonie de samedi est maintenue jusqu'à preuve du contraire. La prise le 27 avril par les groupes pro-gouvernementaux des positions rebelles à Ménaka a été le point de départ d'une série d'affrontements qui ont fragilisé le cessez-le-feu. Aziz Maïga, bonjour. Bonjour Uriel. Au début de cette crise au Mali qui semble pour le moment ne pas encore avoir une issue, nous avons beaucoup entendu parler de la ville de Kidal et maintenant c'est Ménaka qui est dans toutes les conversations, dans tous les journaux. Que représente exactement cette ville Abdulaziz Maïga au Mali? Alors avant de rendre plus explicite la situation géographique de Ménaka, une illustration géographique et cartographique s'impose. D'abord, pour rendre plus explicite, comme je le disais, Ménaka, littéralement traduit « Où allons-nous » est une ville et une commune du Mali située à l'extrême nord du est du pays avec une superficie de 79 804 km² et pour une population de 63 000 habitants vivant dans 44 localités. La population de Ménaka vit traditionnellement de l'élevage et est composée de Touaregs, des Peuls, des Haoussa et des Songhai. Et lors de l'insurrection de 2012, la ville est la première à tomber sous le contrôle du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, le 17 janvier 2012. Et sur le plan politique, Ménaka représente le nouveau point de cristallisation dans la crise malienne. Ménaka est-elle, la ville de Ménaka est-elle l'arbre qui cache la forêt dans cette crise? Écoutez, à l'issue de plusieurs consultations, notamment la dernière en date qui s'est déroulée en Algérie et qui s'était déroulée du 25 mai au 2 juin, il y a eu des préalables que la coordination des mouvements de l'Azawad avait soumis aux médiateurs. Et dans ces préalables, la commission demandait la libération de Ménaka, qui représente aujourd'hui le point de cristallisation. Il demandait à ce que les mouvements pro-Bamako quittent cette ville, mais ce qui n'a pas été fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on constate que suite
à l'arrivée de la médiation, mais aussi de la MINUSMA dans la région ou encore dans cette ville, les mouvements pro-Bamako ont décidé de ne pas quitter parce qu'ils estiment qu'ils sont chez eux, ils sont légalement assis. Et cela donc nous amène à dire que, sauf surprise, la CMA ne pourra pas aller signer cet accord de paix qui est prévu pour ce 20 juin, notamment le samedi prochain. Tout semblait pourtant acté lors de la dernière rencontre à Alger. Donc nous savions que la CMA et le gouvernement malien avaient trouvé un accord, que les forces pro-Bamako allaient quitter la ville de Ménaka, malgré cette configuration, c'est-à-dire cet état de fait où tout semblait acquis, tout semblait acté. Comment expliquez-vous, Aziz Maïga, ce revirement de situation? Alors ce revirement de situation s'explique tout simplement par la dernière visite, comme le reporter le signalait tout à l'heure, de la commission onusienne, mais aussi de la médiation qui était du côté de Ménaka le mardi dernier. Et juste après leur départ, le mouvement pro-Bamako a décidé de ne pas quitter. Pourquoi? Parce que selon eux, ils ont eu des concertations avec la population de Ménaka, et la population de Ménaka estime que ni la force onusienne, ni les forces de la médiation ne peuvent assurer leur sécurité. C'est rien que eux qui peuvent assurer la sécurité. C'est-à-dire les forces pro-Bamako. Du coup, eux, ils ne sont que les porte-voix du peuple. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas quitter Ménaka, ce qui cristallise encore la sortie de crise. Et on se pose aujourd'hui la question de savoir si les accords signés dans le temps passé n'ont pas été vraiment touchés au plus profond d'eux. Et ça ressort même les lacunes de ces accords, parce que comme je le disais sur de nombreux plateaux, ces accords montrent que la plaie de la crise malienne n'a pas été traitée. Elle est encore ouverte. On a encore et cela nous réserve un feuilleton diplomatique qui va nous réserver des lendemains peut-être incertains, ce qu'on ne souhaite pas. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que la CMA n'est pas encore prête à signer ce processus ou encore cet accord prévu le samedi prochain du côté de Bamako. Nous suivrons donc cette actualité pour le compte de la rédaction de Canal 7 et nous verrons si la CMA et le gouvernement malien finiront par trouver un accord définitif samedi prochain. Abdelaziz Maïga, merci d'être passé sur ce plateau, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Ce journal est donc à présent terminé. La rédaction et toute l'équipe technique vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à tous sur Canal 7, la chaîne panafricaine.